Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant les hommes, les femmes, les initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir 3 invités exceptionnels, bien sûr aussi accompagnés de notre cher Baba Deme. Alors Baba Deme, ensemble, on va accueillir nos invités parce qu'on accueille des invités exceptionnels aujourd'hui. On va commencer par notre chère Aïssata Seck. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Oui, les tirailleurs sénégalais sont à l'honneur grâce à une dame, grâce à cette dame. Mesdames et messieurs, on continue avec Monsieur Diadier Soumaré. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes président fondateur de l'Union des ambassadeurs. Et oui, les RIPAT, et oui, le retour sur le continent africain de façon accompagnée, bien sûr, n'est-ce pas? Absolument. Et on poursuit avec vous, Leïla Laloupe Rocher. Donc, vous êtes là pour nous parler d'un super festival, 17e édition, à ne surtout pas rater. Les films africains sont mis à l'honneur. Et oui, dans cette émission, on fait briller l'Afrique et le reste du monde. Voilà, le programme du jour, il est à peu près donné, mais rassurez-vous, on va parler aussi d'autres choses. On va vous faire découvrir ça tout au long de cette émission. On va parler de voyage, on voyage toujours sur Diaspora Africa. On va parler aussi de ces hommes, aussi de ces femmes qui innovent et qui, grâce à eux, eh bien, changent le quotidien des Africains. Et puis quoi d'autre? Eh bien, on va un peu jouer. Vous avez vu? Vous avez des buzzers? Ça fonctionne, Aïssata? Ça fonctionne effectivement, cette émission, et elle est aussi ludique. On apprend sur Diaspora Africa. Et voilà, j'ai quelques petites questions. Il y a toujours un lot à gagner et c'est souvent des voyages. Donc j'espère que vous êtes venus avec vos passeports parce qu'il est possible que vous repartiez en jet privé pour un pays africain. Et oui, mesdames et messieurs. J'ai mon passeport. Et voilà. Non, mais il faut toujours, quand on vient chez Diaspora Africa, il faut toujours avoir le passeport. Bon. Prêt? Ouais, moi je suis prête. Tout le monde est prêt? Ok, très bien. Baba, tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, on l'appelle le génie de la tech made in Kenya. Donc, c'est vraiment une personne à découvrir. Il s'appelle Maurice Betsa et je garde le suspense pour la chronique. Pour la chronique, exactement. Mais aussi, on va aussi permettre aux téléspectateurs, à ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ici sur le plateau, eh bien, de pitcher aussi leur projet. Et c'est vous qui allez être les juges. Est-ce que c'est un bon projet ou pas? Eh bien, on en parlera ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et à la fin, bien sûr, le fameux débat. Vous, les téléspectateurs, vous nous envoyez une image, une citation, un thème, et puis on en débat ici sur le plateau. Vous êtes prêts aussi? Surprise à la fin. Ok, très bien. Le menu est chargé, et moi, je vous propose de commencer dès à présent avec la première chronique, à savoir Welcome to Africa. Welcome to Africa. Exactement, mesdames et messieurs. Oui, le monde est beau, oui, toute la planète est belle, mais le continent africain, eh bien, nous, on apprécie un peu plus. Et la destination, le Ghana. Allez, c'est parti, let's go to Ghana.
retour sur le plateau et oui, on revient ici à Paris. Alors, le Ghana, qui a déjà été au Ghana déjà? Pas encore. Moi, ça fait partie des prochaines destinations. D'accord. Donc, il y a que moi, Aïssatou, qui a été au Ghana. Alors, je valide, c'est un très très beau pays, très accueillant. Franchement, je vous conseille d'y aller. Alors, peut-être que ça sera le voyage qui vous sera offert si vous réussissez à répondre à toutes les questions. En tout cas, on insiste dans cette émission, c'est important parce que malheureusement, le continent africain est sous-coté et c'est pas normal parce que vous avez pu le constater, que des merveilles. Donc, moi, j'invite tous les téléspectateurs à visiter le continent africain. Si vous ne connaissez pas, allez-y, allez-y, allez-y. Franchement, il y a de très 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 grandes merveilles à découvrir et surtout, on le sait, quand tu vas en Afrique, c'est très difficile de faire marche arrière. Oui, on est d'accord. C'est sûr. C'est clair. On est d'accord sur ça. Allez, pour le coup, on va essayer de vous emmener sur le continent africain avec petite question. C'est parti pour un petit quiz rapidement. Allez, question. Rassurez-vous, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas la réponse parce qu'elle est plutôt compliquée et je ne l'aurais pas trouvée. Alors, question. Dans quel pays trouve-t-on le plus de pyramides, mesdames et messieurs? C'est sur le continent africain. Dans quel pays? En Égypte. Soudan. Exactement. L'Égypte. J'ai hésité. C'était un piège. C'était effectivement un piège. L'Égypte. Non, mais j'ai hésité en plus. L'Égypte, c'est effectivement où on retrouve les plus grandes pyramides. Néanmoins, effectivement, c'est au Soudan, c'est le Soudan qui abrite le plus de pyramides. Les pyramides de Nubie, situées à Méroé, ont été construites par les anciens rois de Couche entre 2600 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Il en existe plus de 200. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant vous le savez, c'est au Soudan qu'il y a le plus de pyramides, mais effectivement, c'est en Égypte où il y a les plus grandes pyramides. Voilà, très bien, je vous applaudis. Bravo. Bah, t'es pas loin du jet privé, là. T'es pas loin du jet privé, mais bon, moi, elle est chaude. Non, tu dois pas jouer. Hein. Je suis désolée. Il a peut-être des informations. Parce que t'es pas les questions à l'avance. Hein. C'est possible, en plus, j'avais laissé ma tablette. Non, je me contente Je l'ai vu rôder un petit peu en loge, là. Business class en plus. Non, c'est le jet privé. C'est le jet privé, Baba. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé. On va tout de suite commencer avec notre première invitée. Elle s'appelle Aïssata Seck. Alors, Aïssata Seck, il y a plein de choses à dire sur vous. D'abord, merci. Merci pour ce que vous avez fait. Je pense qu'on est beaucoup à être autour de cette table, à avoir eu un grand-parent, un arrière-grand-parent qui a participé à cette guerre, à ces guerres mondiales. Moi, je dirais que si vous étiez là il y a quelques années, eh bien peut-être que, par exemple, mon père aurait pu continuer ses études, mais comme mon grand-père est décédé à cause de cette guerre, eh bien malheureusement, la plupart, les premiers fils ont dû aller travailler et viendra ce qui s'ensuit, quoi. Donc merci pour ce que vous avez fait. On a plein de choses à vous poser, plein de questions à vous poser. Alors vous êtes directrice générale de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, vous êtes engagée en politique et dans le milieu associatif, vous êtes élue au Conseil régional d'Île-de-France. Alors je suis obligée, je suis désolée pour la régie, mais je suis obligée, je ne peux pas avoir Aïssata Seck sur le plateau et ne pas dire tout ce qu'elle a fait. Alors, en septembre 2020, vous êtes nommé par le président de la République, Emmanuel Macron, et la ministre de la Ville pour travailler sur un recueil bibliographique des personnalités afin de favoriser une plus grande diversité des noms de voies et d'édifices dans les communes françaises. Mars 2022, vous recevez un prix d'honneur Bolofara qui vous a été donné par la ministre française Elisabeth Moreno. Septembre 2022, après plusieurs années d'échanges et de discussions avec les équipes du président de la République Emmanuel Macron, enfin, notre Aïssata Seck réussit l'un de ses plus grands défis, à savoir permettre aux anciens tirailleurs africains qui le souhaitent, de retourner dans leur pays d'origine tout en percevant leur allocation minimum vieillesse, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Février 2023, ce sont les Américains qui vous célèbrent, et ça c'est important. Votre combat, il est international. Les Américains vous célèbrent. Vous apparaissez sur le Journal Time, l'un des plus grands journaux aux États-Unis. Ensuite, avril 2023, vous êtes reçu à l'Élysée avec 9 anciens tirailleurs sénégalais. Ça y est, vous avez réussi. Vous êtes reçu par le président de la République, Emmanuel Macron, avant leur départ définitif au Sénégal. Enfin. 28 avril 2023, vous accompagnez ces 9 anciens tirailleurs sénégalais pour leur retour au Sénégal. Et là, vous êtes accueillis, il y a eu un accueil national qui a été organisé par le président de la République, Macky Sall. Vous serez tous décorés au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Donc, c'est la plus haute distinction au Sénégal.
1er décembre 2023, vous êtes nommée directrice générale de la Fondation pour la mémoire. Et tout récemment, vous avez été choisie par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko afin de faire partie du comité Thiaroye 44 pour travailler sur le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye qui aura lieu le 1er décembre prochain au Sénégal. Et tout cela a commencé à partir d'une pétition lancée en 2016 qui a récolté plus de 60 000 signatures. Voilà comment ça démarre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir à la barre Aïssata Seck. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, donc Aïssata Seck est à la barre. Et oui, elle prend notre place et vous le méritez amplement. Alors, on a plein de questions à vous poser, n'est-ce pas, Djadje, n'est-ce pas, madame Baba aussi, tout le monde participe. Alors, forcément, première question, moi je la pose, je me permets, s'il vous plaît, je me permets. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Vaste question. Le déclic, en fait, j'en ai eu plusieurs. Le premier déclic, ça a été ma rencontre avec des anciens tirailleurs sénégalais. Enfin, un des premiers déclics, parce que j'en ai eu d'autres, mais vraiment, ce qui m'a fait lancer l'action en elle-même, c'est ma rencontre il y a 15 ans maintenant, d'anciens tirailleurs sénégalais qui vivaient à Bondy. Et je les ai rencontrés vraiment au hasard au marché. Ils avaient leur médaille. J'ai échangé avec eux. Ça a été le premier déclic. Et puis ensuite, on a longuement échangé pendant des mois et des mois et des mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont raconté leur quotidien, leur vie, leur parcours, bien évidemment, de vie pendant les conflits, mais surtout leur quotidien au foyer de Bondy. Donc, ils vivaient dans 7 mètres carrés. Ils avaient, je dirais, des vies indigne. Et pour moi, ça a été un déclic. Et je me suis dit, je ne peux pas les lâcher, il faut que je puisse les accompagner. C'est le déclic vraiment essentiel qui m'a fait bouger les choses. Vous attendiez un tel engouement quand vous commencez l'aventure? Est-ce que vous vous dites, attendez, je vais aller jusqu'à l'Élysée, je vais réussir à les faire repartir dans leur pays? Est-ce que vous attendiez à ça? Non, on ne s'attend pas à ça, parce que quand on les rencontre, déjà, on se dit comment je peux les aider administrativement parlant. Donc, on est vraiment dans une action, je dirais, individuelle, en prenant les dossiers des uns et des autres. Donc, on ne s'attend pas à avoir une aura médiatique comme celui qui a été la pétition, comme le fait de rentrer au pays, comme le fait d'être reçu par un président de la République française, enfin 2 présidents de la République française, parce qu'on a été reçu avant par Hollande et par Emmanuel Macron, puis par le président sénégalais. Non, on ne s'attend pas du tout à ça. Quand on mène cette action, on se dit comment on fait pour les aider, comment on fait pour les faciliter dans leur quotidien, comment on fait pour améliorer leur vie. Et ensuite, forcément, quand les médias se saisissent du sujet, on arrive dans une autre dimension. Et là, on a, oui, un élan médiatique, un élan de solidarité aussi du peuple qui a fait que l'action est arrivée au bout aussi. Parce qu'on voit mon image, on voit Aïssata, mais il y a une association avec des gens qui m'ont accompagnée, des élus, des militants. Donc, c'est à force d'avoir rencontré les gens qu'on a réussi aussi à faire en sorte qu'ils puissent rentrer dignement chez eux. Bien sûr. Donc, on vous a très largement suivi. Effectivement, vous avez été très souvent invité dans les médias pour en parler. Oui. Vous avez un peu vulgarisé même la vie des tirailleurs sénégalais, ça, il faut le dire. Oui. Et que vous ont-ils dit, finalement, après tout ça ? Alors, quand je les ai rencontrés au début, ils ne m'ont pas tout de suite fait part de leurs difficultés administratives. Ils avaient surtout cette envie et ce souhait de raconter leur histoire. Et donc, nous, quand on commence à échanger avec eux, je me dis, mais moi-même, en tant que petite fille de tirailleurs sénégalais, c'est une histoire que je connaissais que très peu. Et je me dis, nos enfants doivent connaître cette histoire. Donc, la première action qu'on mène avec eux, c'est de faire le tour des écoles, d'abord à Bondy, puis en Île-de-France et ensuite dans toute la France. Et c'est vraiment tardivement qu'ils m'ont fait part de leurs difficultés. Je voyais leurs conditions de vie parce que j'allais les voir toutes les semaines au foyer. Et donc, rien que ça, pour moi, ce n'était pas concevable. Néanmoins, leur priorité à eux, ce n'était même pas d'avoir une autre vie, c'était surtout qu'on connaisse leur histoire. Mais du coup, ils n'avaient pas forcément la même vision qui était la mienne, où moi, il fallait aller au combat, en fait. Moi, j'estimais que c'était injuste, j'estimais qu'il fallait que je sois accompagnée par des élus, mais pas que. Et j'étais persuadée, néanmoins, que les Français ne connaissaient pas cette histoire. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que ma pétition allait avoir un élan de solidarité de la population,
pas forcément les médias, parce que les médias, ça a été compliqué au début. Et j'étais persuadée que c'était une histoire qui pouvait rassembler dans le sens où ces hommes ont contribué à la liberté. Ces hommes ont combattu aux côtés de la patrie et de la nation. Et généralement, ce sont des sujets qui font consensus. Et en réalité, ça a vraiment été le cas, puisque j'ai vraiment des gens, des personnalités politiques de tous bords politiques qui ont soutenu la pétition. J'ai beaucoup de médias aussi, quels qu'ils soient, gauche, droite, qui ont partagé cette pétition. Et en réalité, c'est un sujet qui faisait plutôt consensus, de se dire que, même si parfois le consensus m'énervait un peu, parce qu'on pouvait avoir des gens, des personnes d'extrême droite qui disaient, voilà, on a des hommes, ces hommes-là méritent d'être français plus que d'autres. Donc ça, voilà, c'était un peu le détournement de cette pétition. Néanmoins, on a eu vraiment beaucoup de soutien du monde entier, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Ce qui m'a vraiment beaucoup touchée pour eux, c'est les soutiens qu'on a reçus via cette pétition. Ouais. Leïla, vous connaissiez l'histoire des tirailleurs sénégalais avant cette mise en avant de Aïssata Seck? Eh bien, par le cinéma, avec Ousmane Sembène, j'avais vu le film Camp de Tiaroy. Et en Outre-mer, je suis originaire de Martinique, on a aussi cette problématique, des fois, de voir l'intervention des militaires, des ultramarins, sur le théâtre des opérations en Europe, effacée. Et donc, j'étais sensible à cette question-là. Mais je trouve que voilà, je suis très admirative. Il y a une combativité et puis une action sur le long terme, réparative, et j'entends le terme de dignité. Et c'est important justement d'écouter les petites histoires qui font la grande histoire et de les remettre au devant. Quoi. Merci pour ce que vous avez fait. Finalement, vous retenez quoi de tout ça, Aïssata Seck? Ce que je retiens, c'est que... plusieurs années d'engagement, c'est 2016, on est en 2024, enfin, même avant, mais tout à fait. C'est plus de 15 ans d'engagement, mais ce que je retiens, c'est que c'est une histoire encore trop peu connue, à mon sens, et qu'on doit nous-mêmes se saisir de notre histoire, qu'elle soit personnelle, nationale ou mondiale. On doit faire en sorte de la transmettre. Pour moi, le travail de mémoire, il est nécessaire. Au-delà de la connaître, on est dans un pays de diversité. On est dans un pays où l'histoire de France est riche de sa diversité, même si on a des moments tragiques, parce que la colonisation, l'apport des troupes coloniales pendant les différents conflits mondiaux, qu'on le veuille ou non, ça reste tragique, parce qu'on a demandé à des hommes de combattre aux côtés d'un pays qui n'était pas leur. Néanmoins, cette histoire, l'histoire de l'esclavage colonial, l'histoire de la colonisation, ont façonné notre société d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, on a juste à se poser qu'une seule question: pourquoi il y a des Noirs en France? Aujourd'hui, avec les débats nauséabonds qu'on a dans les médias, notamment sur les questions d'immigration, on a l'impression que ces gens ont vu de la lumière et ont décidé d'arriver en Europe. Sauf que les premiers à être venus en Afrique, ce ne sont pas eux. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer les frontières en disant « on ne vous accueille pas », alors que quand il fallait combattre à leur côté, on est allé chercher ces hommes-là. Donc tout ça, ça fait partie aussi des héritages de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire de la colonisation. Donc il me paraît extrêmement important d'en parler, de continuer à faire cette transmission et surtout d'utiliser cette histoire, ce savoir, ces outils pédagogiques pour lutter notamment contre le racisme et les discriminations. Vous pensez que cela peut rassembler la France dans son intégralité? Je pense qu'elle ne peut pas rassembler la France dans son intégralité. Aucun sujet ne rassemble la France dans son intégralité. Néanmoins, je pense qu'il est primordial, nécessaire, extrêmement important de prendre en compte toutes les composantes de l'histoire de France. Cette histoire fait partie de l'histoire de France. On a des personnes qui ont combattu aux côtés de la France, des anciens tirailleurs africains, guinéens, etc., qui ont eu des faits d'armes. On peut par exemple citer Adiba. Je pense par exemple que ce sont des personnalités qu'on devrait mettre en avant. Ce sont des personnages héroïques qu'on devrait mettre en avant au même titre que d'autres anciens combattants français qui ont été dans la résistance. Et ça fait partie de la diversité de notre histoire. Et le combat que je mène encore aujourd'hui, c'est vraiment qu'on prenne en compte aussi cette partie de l'histoire de France. On vous applaudit encore une fois. Donc bientôt le Sénégal. Oui. Donc enfin, pour vous, je pense que c'est une belle mission aussi, finalement, d'avoir pu réaliser ce que vous souhaitiez réaliser en France. Et maintenant, destination le Sénégal, à savoir pour donc notamment les massacres de Tiaroy. C'est très important. C'est une histoire africaine. C'est une histoire qui concerne le monde entier, qui concerne l'Afrique, le Sénégal et la France. Et ça, c'est important. Pour le coup, on continue à
à raccommoder, à coudre, à faire en sorte que finalement, ces pays-là, la planète, en tout cas ces pays-là, ces différents continents, puissent enfin peut-être avancer ensemble? Oui, c'est important aussi que les pays africains se saisissent de leur propre histoire. L'histoire du massacre de Tcharoy, c'est un moment tragique. Extrêmement difficile parce qu'on a des anciens tirailleurs africains qui ont été massacrés par la France alors qu'ils avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que jusque-là, il y avait chaque année, il y a des cérémonies commémoratives au Sénégal. L'ambition du nouveau président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est vraiment de donner une dimension internationale et panafricaine à cette cérémonie, de faire reconnaître bien évidemment ce massacre qui a eu lieu le 1er décembre 1944, mais au-delà de la reconnaissance, c'est aussi toutes les questions de réparation qui arriveront derrière. Parce que pendant longtemps, ces anciens tirailleurs qui ont été massacrés ont été condamnés, ils ont été graciés très tardivement. Et aujourd'hui, on parle d'un bilan officiel au niveau de l'État français de 35 morts et 70 blessés, alors qu'on sait qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Et il va falloir travailler notamment aux fouilles et aux recherches dans les fosses communes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, le gouvernement sénégalais a décidé de se saisir de ce sujet parce qu'on est dans une année particulière, 80e anniversaire du massacre de Tcharoy. C'est aussi une année particulière pour la France parce qu'on commémore le 80e anniversaire de la libération de la France. Et les soldats africains ont grandement contribué à cette libération. Et donc, il est important de travailler sur ce sujet. Un comité a été mis en place au Sénégal où on fait appel à des chercheurs, des historiens, des personnes ressources qui peuvent éventuellement contribuer à faire en sorte d'avoir vérité et justice, en tout cas sur le massacre de Tcharoy. Et évidemment, ça amènera à d'autres sujets. Parce bien sûr, quoi qu'il en soit, vous avez ici qui est un peu plus connu, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je fais partie des personnes qui ont ouvert la boîte de Pandore, mais beaucoup d'autres personnes ont travaillé sur ce sujet, et c'est important de les mettre en avant aussi. Ouais. Totalement. Voilà, mesdames et messieurs. Merci. Aïssata Seck est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa, donc je vous rejoins. Voilà, mesdames et messieurs, et puis Aïssatou, vous allez lancer avec moi la prochaine chronique. Oui, mesdames et messieurs, je reviens à ma place aux côtés de Aïssata Seck. Vous êtes sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors, on va continuer avec un homme, avec vous, Baba Deme. Oui, on a une chronique qui s'appelle « Ils font l'Afrique ». C'est très important de mettre en exergue ces jeunes, ces moins jeunes, qui, à travers leurs initiatives, à travers leurs innovations, eh bien, bouleverse le quotidien des Africains. C'est parti, Baba, ils font l'Afrique. Dans Ils font l'Afrique, aujourd'hui, on va mettre en l'honneur Maurice Mbetsa. C'est dommage que nous, entre Africains, nous ne connaissons pas son nom. Et pour vous dire tout ce qu'il fait depuis une décennie, il résout les problèmes locaux au Kenya grâce à la technologie. Donc, il a créé une société qui s'appelle Numeral IoT en 2019 et son entreprise est spécialisée dans l'Internet des objets connectés. Mais juste pour vous dire une chose, en 2011, par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de carjacking, c'est-à-dire des vols de voitures au Kenya. Il s'est dit, tiens, je vais faire une application qui permet aux propriétaires de ces voitures de bloquer à distance la voiture, de pouvoir même stopper la voiture et aussi de permettre aux policiers de localiser cette voiture. Donc c'était en 2010 à partir d'un portable. Ensuite, il s'est rendu compte qu'au Kenya, il y avait beaucoup d'accidents et de morts par accident à cause des excès de vitesse des transports en commun. Il s'est dit, tiens, je vais créer il a appelé ça le Simba 4G Speed Governor, un appareil qui permet de limiter à distance. Parce que les chauffeurs eux-mêmes, ils ne respectaient pas les limites de sécurité. Et lui-même, il a décidé donc de créer ça pour les propriétaires. Comme ça, à distance, on permet de limiter les vitesses. Mais il a été surtout connu par rapport à ce qu'il a créé le drone taxi ou taxi-drone. Donc, il a créé ce prototype en 2018. Il a été connu par rapport à ça. Donc, je tenais à mettre en avant M. Maurice Mbetsa pour tout ce qu'il a fait depuis une décennie et il mérite d'être connu au moins. Exactement, il mérite tout à fait sa place ici sur Diaspora Africa. Qui connaissait
Je ne le connaissais pas. Ne le connaissez pas non plus. Non, je ne connaissais pas, du non tout. plus. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, Baba, tu as ta place dans cette émission. Heureusement pour toi. S'ils avaient dit oui, on t'aurait dit bye bye. Exactement. Donc, on voit les images de cet homme qui change le quotidien des Africains. Alors, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Leïla aussi, qui va nous parler de ce festival donc de cinéma. Nous avons l'UDA, le fondateur de l'UDA, l'Union des ambassadeurs aussi, qui va pouvoir nous parler de comment il accompagne ceux qui souhaitent un retour au pays, notamment au Mali. Et puis, bien sûr, on va continuer avec un tour d'Afrique. On voyage toujours, vous avez toujours vos passeports. Oui, toujours. Et bien la destination, votre pays, à savoir le Sénégal. Oui, mesdames et messieurs, connaissez-vous les femmes signares? Signares. Oui, non, vous pouvez répondre. Oui, Signard, oui, tout à fait. Bien sûr, et oui, et bien si vous ne connaissiez pas, eh bien rassurez-vous, on a des images pour vous. Ce sont des femmes très respectées au Sénégal. Et puis on en parle. Allez, c'est parti. Les femmes signares, made in Sénégal. Dans son modeste atelier de couture, Ndeye Diop s'emploie à faire revivre un pan méconnu de l'histoire commune au Sénégal et à la France. Cette styliste est l'une des dernières à confectionner des tenues de signares, des femmes illustres et puissantes qui ont marqué la ville de Saint-Louis au XVIIIe et XIXe siècle. Ici à Seine, il y a des réalisations avec Macron et Macky Sall, c'est moi qui fais les tenues signares aussi. Avec le président France, avec le président Sénégal. À l'époque où Saint-Louis était un comptoir français sur la côte ouest africaine, les signares étaient les épouses métisses des commerçants en poste. Des mariages dits temporaires qui duraient le temps de l'expatriation de ces Européens. Loin d'être de simples concubines, les signares dominaient la vie sociale et économique, servant d'interface entre leurs influents époux et la population autochtone où elles avaient leur réseau. Elles étaient reconnues pour leur style vestimentaire, parures de soie, bijoux en or et accessoires que Ndeye Diop recrée dans son atelier. Les tenues des signares nous rappellent nos ancêtres. Elles nous permettent de mieux connaître notre histoire, nos racines et de mieux nous imprégner de notre culture. Nous sommes vraiment fiers de mettre ces tenues. Les signares avaient pour habitude de se promener dans les rues de Saint-Louis en fin d'après-midi. Une tradition aujourd'hui poursuivie lors de festivals ou de reconstitutions historiques. Souvent, ces tenues sont aussi utilisées comme costumes lors d'inaugurations ou d'événements politiques, ce que déplore la styliste. Les gens ne s'intéressent aux signares que quand ils ont des manifestations ou pour l'inauguration de certains services. C'est dans ce cas qu'ils m'appellent, pour avoir des filles avec les tenues de signares. Mais l'histoire n'intéresse plus beaucoup de personnes. Au XIXe siècle, le règne des signars a pris fin avec l'intensification de la colonisation et l'abolition de l'esclavage. Reste cet imaginaire de femmes puissantes et entreprenantes que les Saint-Louisiennes ont promis de perpétuer. Étonnant. Franchement, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Je suppose que vous ne vous attendez pas à de tels costumes. Ouais, c'est particulier. C'est particulier, mais un peu mitigé par rapport au fait de remémorer cette histoire et autres. Mais bon, je pense qu'on... D'accord, ok, très bien. Aïssata, vous en pensez quoi pour le coup? Moi, je suis assez partagée et je suis la première à défendre le fait qu'on doit parler de notre histoire, de cette histoire c'est extrêmement important. Néanmoins, voilà, les femmes signares, elles étaient là pendant la colonisation. C'était quelque part, on parle de mariage, mais c'était aussi beaucoup les maîtresses des anciens colons. Donc, c'est assez difficile de célébrer cela. Quand on regarde les costumes, on voit un petit peu l'aspect européen des tenues. Donc on n'est pas dans des tenues de tradition africaine et je veux offenser personne quand je dis ça. Mais voilà, je reste très mitigée. Je respecte vraiment le fait qu'on perpétue, entre guillemets, une partie de cette histoire. Néanmoins, je pense qu'il est important de raconter vraiment la globalité de ce qu'étaient les femmes signares à cette époque-là. D'accord. Et pour le coup, elles revendiquent
finalement donc leur part dans l'histoire, leur appartenance à l'histoire du Sénégal. Mais pour le coup, Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que ça fait partie, quand je dis qu'il faut qu'on prenne en compte toutes les composantes d'une histoire d'un pays, je parle de l'histoire de France, l'histoire du Sénégal aussi, je dis néanmoins que ça reste dans une période où le Sénégal était colonisé. Et donc, c'est important aussi ça a été dit dans le reportage, après, ça dépend des personnes qui ont envie de raconter cette histoire avec fierté ou pas. En tout cas, ne pas omettre effectivement comment sont nées ces femmes signares. Oui, c'est important. Je pense que c'est important de omettre cette partie-là. Parler aussi du volet historique et de poser un cadre par rapport à tout ça. Exactement. Il faut informer et quand on informe correctement. Voilà, merci beaucoup à Upendo pour ces images, les femmes signares. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre deuxième invité. Il s'appelle Monsieur Diadier Soumaré. Alors, vous êtes président de l'Union des ambassadeurs, réseau des professionnels et entrepreneurs au Mali, issus de la diaspora. Vous êtes aussi promoteur de Apple Store Mali et Sénégal. Alors, Monsieur Diadier Soumaré, je vous propose tout simplement de venir me rejoindre à la barre, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à vous. Alors, destination le Mali. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont pour objectif un retour au pays, une répatriation, comme on appelle, eh bien, vous l'avez fait il y a quelques années. Vous vous êtes dit, tiens, il y a un problème. C'est pas encadré. Il y a peut-être des informations que j'aurais pu avoir et qui m'auraient empêché de faire quelques erreurs. Et vous vous êtes dit, tiens, je vais créer quelque chose pour faciliter le retour au pays des autres qui souhaitent suivre le pas. N'est-ce pas? Absolument. Donc, je suis parti au Mali en 2010, donc dans le cadre de mon projet entrepreneurial. Et lorsqu'on fait ce parcours de retour, on rencontre des problématiques, des obstacles, etc. Et l'idée, c'était de permettre aux générations suivantes de pouvoir bénéficier de mon expérience et de celle des membres de l'association, afin qu'ils puissent faire leur répatriation et sans tomber dans les mêmes difficultés que les nôtres. C'était ça l'idée à la base de la création de l'association. Donc vous arrivez au Mali avec un projet en tête, c'est quand même ouvrir le premier Apple Store. Donc on dit bien Apple Store, donc au Mali, donc officiel, on est d'accord, Absolument. C'est l'Apple Store officiel, donc vous êtes aussi bien au Mali mais aussi au Sénégal. Donc vous ouvrez donc ces Apple Store-là, donc forcément il y a un engouement, parce qu'encore une fois on sait très bien que c'est une marque très appréciée. Et finalement, néanmoins, vous êtes confronté à quelques difficultés et vous vous dites, ok, je vais prendre en compte toutes ces difficultés, les répertorier et puis finalement faciliter aux autres. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des gens au Mali. Vous leur demandez de vous rejoindre et finalement de mettre en place des actions, à savoir des événements, faciliter auprès de l'État, auprès des administrations pour faciliter finalement, parce que c'est une des plus grosses problématiques, à savoir la galère administrative. Absolument, absolument. Donc moi, je suis une des premières personnes arrivées, qui a vraiment fait le choix de s'y installer. Et de fil en aiguille aussi, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont emprunté le même parcours que moi. Et à force de se rencontrer, on se rendait compte en fait qu'on rencontrait les mêmes problématiques. On avait vraiment les mêmes problèmes. Et on s'est dit pourquoi pas constituer une force là-bas, pour prendre en compte nos réalités à nous en tant que binationaux, en tant que franco-maliens. Parce que vous savez que souvent on se dit qu'on va retourner dans notre pays d'origine, mais on est renvoyé à notre culture française comme on peut être renvoyé ici à notre culture malienne ou africaine de façon plus générale. Donc voilà, l'idée c'était de s'entraider et de fil en aiguille. Le projet si je peux dire ça comme ça, a maturé. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre de faciliter l'investissement productif de la diaspora au Mali. Voilà, parce que nos parents envoyaient de l'argent au pays pour aider la famille et autres. Et aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui veulent être en rupture avec ça et envoyer de l'argent au pays, mais que cet argent serve à créer des emplois, que cet argent soit davantage productif. Et l'idée aujourd'hui, avec l'Union des ambassadeurs, c'est de créer des mécanismes qui vont permettre à la diaspora d'investir ou de s'investir au Mali de façon plus productive. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien ? Combien rassemble l'UDA ? Alors aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine de membres, avec 2 tiers installés au Mali et 1 tiers en Europe.
D'accord. Mais 50 membres, néanmoins, vous conseillez les non-membres, à savoir qu'on peut avoir accès à l'UDA et aux informations de l'UDA, tout simplement en vous contactant. Absolument. On a un site internet www.l'unionDesambassadeurs.com et les 50 membres, ce sont des membres actifs, mais l'idée, c'est l'association est d'utilité publique. On a par exemple un concept qui s'appelle la valise de l'entrepreneur, qui vise à accompagner des futurs professionnels ou entrepreneurs qui désirent rentrer au pays ou s'investir en direction du pays, à les renforcer en capacité sur des domaines dans lesquels ils pourraient avoir des carences. Dans le cadre d'un projet au Mali, on fait de l'interculturalité, parce que finalement, les RIPAC doivent s'intégrer en Afrique. On a le sentiment qu'on maîtrise l'Afrique, mais finalement, en s'y installant, on se rend compte qu'il y a bien des choses que nous devons intégrer lors de ce parcours de retour. Le Mali traverse une crise depuis quelques années déjà. Est-ce que cela a eu un impact sur l'engouement du retour au pays, notamment au Mali? Alors, le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis à peu près une dizaine d'années. Mais c'est vrai que la dernière crise a été particulière, notamment liée à la crise de l'électricité. Lorsque vous décidez de rentrer au pays et qu'au pays il y a un problème au niveau de l'électricité, c'est assez problématique et c'est difficile pour nous de convaincre la diaspora de rentrer. Mais néanmoins, je pense que les diasporas, lorsqu'elles décident de rentrer, elles doivent s'adapter à cette réalité-là. Aujourd'hui, on a des alternatives qui sont le solaire, qui sont des énergies propres. Et l'idée, voilà, c'est quand on rentre, c'est de se dire, dans son business plan, ou en tout cas dans son parcours de retour, il faut intégrer le fait qu'il faille passer au solaire. Vous constatez qu'il y a tout de même un engouement pour le retour au Mali, malgré la situation? Il y a toujours un engouement pour la répatriation au Mali. Les diasporas maliennes ont vraiment envie en tout cas de contribuer. Après, ça ne se fait pas forcément par le fait de s'y installer. Bien sûr, au moins il y a aussi la possibilité d'investir ou de participer au renforcement de capacités là-bas. Nous, on a un projet qui s'appelle le Kalan Fibara, c'est-à-dire c'est des voyages immersifs des diasporas au Mali pendant un certain temps et qui viennent partager leurs compétences avec les professionnels au Mali. Donc c'est une façon aussi de contribuer au développement du continent sans y être forcément installé. Et c'est un mécanisme qu'on a créé et qui marche aujourd'hui dans la santé et qu'on va dupliquer dans différents domaines. Diaspora malienne, on sait qu'elle est très importante en France, très active en France. Et puis aussi, c'est une diaspora qui est organisée. Et on sait très bien qu'elle envoie énormément d'argent sur le continent africain. Alors, aujourd'hui, clairement, vous dites qu'il y a toujours cet engouement de retour au pays. Mais est-ce que les Maliens vont qu'au Mali? Est-ce que les Maliens, aujourd'hui, il n'y a pas cette tendance à savoir un Africain est plutôt panafricain, plutôt que malien, plutôt que sénégalais, plutôt que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous le constatez, cela? Alors oui, aujourd'hui, les diasporas, elles regardent surtout le continent. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté, en tout cas, de contribuer à son village, sa ville d'origine. Donc, lorsque un Malien souhaite investir au pays, il va commencer par regarder là d'où il vient. Parce que, bien entendu, il voudra contribuer à sa communauté d'origine, de là où ses parents viennent, ça lui tient à cœur. Après, aujourd'hui, effectivement, il y a des réalités, c'est qu'on regarde l'ensemble du continent et les opportunités qui sont offertes sur le continent, parce qu'il y a des logiques aussi de business. Mais il y a cet appel du cœur où on a envie aussi, au-delà du fait d'y aller pour s'épanouir personnellement, c'est de contribuer au développement du village, de la ville, dont est originaire ses parents. Et dernière question, c'est bien ce que vous faites, c'est grand ce que vous faites. Qu'en est-il de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une reconnaissance au niveau des institutions du pays qui, finalement, passe par vous, éventuellement quand il y a des besoins d'investissement, quand il y a des besoins en compétences? Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes reconnu d'utilité publique, mais finalement, ça se manifeste comment? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, avant de répondre, aujourd'hui, oui, mais ça a été un long travail. On a fait énormément de lobbying, à la fois au niveau des autorités françaises et européennes du Mali, mais aussi des autorités maliennes sur place. Et c'est vrai que les gens avaient du mal à comprendre ce qu'on était tout simplement, ce qu'on revendiquait, ce qu'on venait faire. Donc ça a été un travail de déconstruction. Et aujourd'hui, effectivement, on est entendu à la fois des autorités françaises et européennes sur place, mais des autorités maliennes, mais qui ont du mal à comprendre, à savoir comment nous accompagner. Donc c'est
pour cela, l'Union des ambassadeurs est force de proposition auprès de ces autorités-là et continue à faire un lobbying au quotidien. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très intéressant. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous souhaitez vous installer, ce n'est pas ouvert qu'aux Maliens, c'est-à-dire que toutes les personnes éventuellement qui souhaitent investir sur le continent africain et notamment au Mali peuvent vous contacter. Absolument, ce n'est pas ouvert qu'aux Maliens et ce n'est pas ouvert qu'aux Africains. On a aussi des Européens, des Français qui regardent vers l'Afrique aujourd'hui et qui ont une démarche telle que la nôtre de développement du continent et ça leur est absolument ouvert. Aïssata Seck, vous considérez que c'est la solution éventuellement, ces gens qui font le pont entre l'Europe et l'Afrique? Je pense que de toute façon, on est amené de toute façon à le faire depuis des années. Après, je trouve que c'est superbe ce que vous faites parce que vous avez commencé en 2010 et on se rend compte là aujourd'hui qu'on a de plus en plus de personnes issues de la diaspora qui souhaitent rentrer ou en tout cas investir. Et oui, c'est une des solutions de créer des ponts entre les pays d'origine et l'Europe. Ça, c'est une certitude et c'est aussi un moyen de découvrir d'autres pays africains. Moi, j'ai constaté, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes qui parlent de rentrer au pays, mais pas forcément dans son pays d'origine comme vous l'indiquez. Et donc, non, mais et pouvoir être accompagné. Je pense que c'est important parce que quand on veut faire le pas, on ne sait pas trop comment on fait. Beaucoup ont investi en Afrique et malheureusement se sont retrouvés dans des situations extrêmement complexes avec, voilà, j'en passe, des arnaques au niveau de l'immobilier, etc. Et quand on a une structure qui accompagne, c'est superbe, hein, vraiment. Super. Vous, Leïla, avez-vous déjà été sur le continent africain? Vous êtes originaire des Antilles. Oui. Vous connaissez bien le continent Oui, africain? j'ai visité peut-être 1/10 des pays du continent, donc c'est très peu. J'ai mis les pieds et puis j'ai suivi avec intérêt l'initiative du Bénin qui est de proposer la nationalité à toute personne de la diaspora. Exactement, ayant une ascendance. Voilà, tout à fait. Et je trouve que, comme l'a dit Aïssata, c'est important d'avoir un soutien sur place pour se confronter un peu plus facilement aux difficultés qui s'annoncent toujours dans un plus sereinement, rentrer au pays, en tout cas aller au pays de façon sereine. En tout cas, c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous faites pour les gens qui souhaitent aller investir sur le continent africain, peu importe qui vous soyez, que vous soyez blanc, jaune, vert, peu importe. Tant que vous avez des velléités positives pour le continent africain et notamment pour le Mali, eh bien, welcome to you. Merci beaucoup. Vous aviez un dernier message ? Oui, je voulais juste rajouter un message. Baba l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des initiatives de la jeunesse africaine qui ont du mal à trouver des financements. Et la diaspora, en tout cas, nous, on essaie d'être ce trait d'union entre des initiatives africaines et la diaspora qui peut bénéficier d'une épargne et qui puisse financer ce type de projet. Et je pense que le renouvellement de la façon de faire du développement en Afrique, il passe aussi par le fait de mettre en relation cette jeunesse africaine et ces diasporas qui peuvent accompagner avec leurs compétences, avec leur épargne. Et voilà, c'est le message que je voulais passer. Merci. Je vous en prie, je vous accompagne à votre place. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa. N'hésitez pas, si vous avez des initiatives aussi belles que celle de M. Diadier Soumaré, à venir nous rejoindre. Cette émission, c'est vraiment la vôtre. Mettre en avant des choses qui se font et qui peuvent être utiles à la diaspora, à l'Afrique, au monde entier, tout simplement, aux personnes qui souhaitent aller sur le continent africain de façon structurée. Allez, on continue avec l'agenda des diasporas. Vous ne savez pas quoi faire le week-end, la semaine, après le travail. Eh bien, rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti, l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission et on va faire une courte pause. Moi, je vous propose de débattre, de regarder un peu ce qu'on va faire ce week-end, les amis, n'est-ce pas? Allez, courte pause, mesdames et messieurs, et on revient dans un instant, un seul instant. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Diaspora Africa, nous sommes accompagnés d'Aïssata Seck, bienvenue encore une fois à vous. Nous avons Leïla Laloupe Rocher, encore une fois bienvenue à vous, et Djadje Soumaré, encore une fois bienvenue à vous tous, et Babadem qui nous a fait une superbe chronique concernant ces hommes qui font plein de choses sur le continent africain et surtout pour le continent africain. Allez, on poursuit cette émission avec un pitch, oui. Si vous n'êtes pas en France, vous n'avez pas la possibilité d'être à Paris et de pouvoir finalement venir à nos côtés et parler de votre projet, eh bien nous, on vient à vous. Alors c'est parti, pitch. Allez, on regarde et destination, encore le Sénégal. Allez, c'est parti. Notre Afrique est le continent qui a le plus besoin de digitalisation. Pourtant, des centaines de millions d'Africains sont privés des dernières avancées technologiques, tout simplement à cause de la barrière linguistique. Depuis des années, nous travaillons à résoudre ce problème et aujourd'hui, nous vous présentons Awa. Awa, fan laa mën a dem jot sama kayitu doom pour mu mën a dem jàngi. Rama, soxlawoo dem fenn ak digitalisation wu procédure administrative yi foo nekk ci Sénégal mën na nga jot say kayit danga war a tontu samay laaj rek ay wa ñu tàmbali. Awa, expliqué ma lii moom comprendre ma si dara. Amina, lii jafewul gravitation universelle mooy doole ji tax lépp lu nekk ci univers bi di xëccante ci misaal loolu mooy tax adduna bi di wër jant bi te loolu mooy tax ñu des ci suuf si doole googu mooy teye lépp ci jawwu ji. Merci beaucoup Awa, lii moom leer na. Grâce à cette intelligence artificielle révolutionnaire, nous offrons à l'État et aux organisations la possibilité de créer des solutions digitales réellement inclusives dans nos langues nationales et d'intégrer notre diversité culturelle en brisant à jamais la fracture numérique. Je trouve ça très utile et vraiment bravo à l'équipe qui a mis ça en place, à savoir permettre aux gens qui ne savent pas lire ou écrire, en tout cas qui ne savent pas lire et écrire français, anglais, etc. Et donc de pouvoir parler avec leur langue, la langue du pays et de comprendre et de faire partie de ce nouveau système, à savoir le système où tout est digitalisé. Donc bravo, on valide, n'est-ce pas? Oui, on valide. 100%. Moi, je valide et d'autant plus que l'appropriation des langues locales dans les langues de travail et autres est un enjeu considérable pour le développement de l'Afrique. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez pitcher votre projet ici sur le plateau de Diaspora Africa, en physique ou via une vidéo, allez-y. C'est encore une fois, cette émission est pour vous. Allez, le moment est arrivé d'accueillir notre troisième invitée. Elle s'appelle Leïla Laloupe Rocher. Vous êtes vice-présidente de l'association Afrique sur Bièvre. Leïla, à la barre, s'il vous plaît. Leïla, bienvenue à vous. Alors, vous êtes vice-présidente de l'association Afrique sur Bièvre, organisateur du festival Ciné Regard Africain. Donc, c'est la 17e édition qui va démarrer le 22 novembre et jusqu'au 1er décembre 2024. Donc, j'ai bien dit 17e édition. Qui était au courant de ce festival de cinéma africain? Celui-ci, non. Désolée.
Non plus. Non plus. Moi non plus. Eh bien, on est souvent qui dans les salles obscures. Ouais. Et là, on est dans la lumière. Exactement. Donc, merci de la part de l'association de nous inviter pour justement qu'on trouve notre public et qu'il y ait plus d'informations sur notre existence. Eh bien, on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, d'abord, l'association Afrique sur Bièvre, les objectifs, pourquoi cette association, et ensuite on parlera donc de ce magnifique festival. Eh bien, Afrique sur Bièvre, c'est une association qui a été créée en 2007. Donc, il y a un certain moment, effectivement, avec cette envie de cinéphiles de promouvoir les cinémas du continent d'Afrique. Tout le continent africain, c'est-à-dire les cinémas du Maghreb, qui ont une plus grande maturité, c'est-à-dire qu'il y a des premiers films qui ont été produits dès les années 1920, mais également les films, les productions d'Afrique subsaharienne, donc jusqu'à Madagascar, qui ont commencé un peu plus tardivement dans les années 50, 60, et de mettre vraiment en valeur la production cinématographique de l'ensemble du continent. On s'appelle Afrique sur Bièvre, c'est aussi en clin d'œil à un court-métrage du Sénégalais, Paulin Soumanou Vieira, qui a réalisé Afrique sur scène et qui était le premier film de réalisateur bien derrière la caméra, indépendant, tourné à Paris en 1955. Exactement. Donc, on a parlé ici dans l'émission d'ailleurs. Ben oui. Alors, l'influence du Sénégal. Exactement, on le ressent. Alors, les objectifs sont clairs, à savoir mettre en avant donc, les cinémas africains. Je parle bien des cinémas africains. Aujourd'hui, vous considérez que c'est un peu pas le parent pauvre, mais c'est un peu le maillon faible du cinéma. Et malheureusement, ils ont besoin d'un coup de pouce pour finalement rayonner un peu plus. Et nous, on est vraiment une association. On sait que le cinéma, c'est une industrie. Comme vous dites, c'est un peu le parent pauvre en termes de financement. C'est malheureux. Je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de changer. Il ne faut pas oublier que le cinéma, par exemple, du Nigeria, c'est la 3e industrie. Bien sûr, au monde. Oui, au monde. Au monde. L'Afrique du Sud n'est pas loin. Après, c'est un certain registre. Nous, on peut peut-être être dans les films d'auteur, mais je crois que ces films, ils gagnent à devenir plus grand public. Bien sûr, et c'est une de nos ambitions pour les jeunes, pour les adultes, pour les scolaires, de leur montrer, mais voilà, il y a des films africains réalisés par des réalisateurs et des réalisatrices africains, que c'est une possibilité pour eux aussi de créer, d'entendre des histoires qui leur parlent. Des histoires africaines racontées par des Africains. Oui, ça, c'est primordial, c'est très important. Alors la programmation, maintenant, vous nous avez donné envie d'aller à ce fameux festival. Que va-t-il s'y passer ? Donc, le festival aura lieu du 22 novembre au 1er décembre. Le film d'ouverture, c'est Arca. C'est un film qui a reçu un prix d'interprétation pour son acteur, qui est Adam Bessa, qui est dans d'autres productions et qui poursuit son chemin. Donc, c'est un film tunisien. D'accord. Il y a combien de films par jour ? Alors, on a 9 longs métrages et c'est en soirée dans les cinémas partenaires. Et puis le premier samedi 23 novembre, on a une compétition et c'est le prix du public sur des courts-métrages, parce que le format aussi est important. On sélectionne des courts-métrages, des longs-métrages, des fictions, des documentaires. Comment se fait la sélection, pour le coup, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaitent éventuellement faire partie de ce festival ? Oui. Comment vous sourcez ? En interne, donc, on a un comité de visionnage qui est assez élargi. Donc on vous envoie les vidéos ? Comment ça se passe ? Oui, et d'ailleurs, je voudrais en profiter. Bien sûr, allez-y. Merci. Je voudrais faire un appel pour l'an prochain, un appel à production, sachant que nous avons cette condition, on tient vraiment au regard africain. Donc, on a cette condition de nationalité du continent africain ou binationalité, parce qu'on veut aussi des regards de la diaspora. On peut être franco-sénégalais et décider, je fais une production basée à Paris, par exemple, sur l'itinéraire d'une famille. Et qu'en est-il des prix, du montant de l'entrée ? Il faut payer pour avoir accès à ces films, c'est normal. Oui, mais c'est un tarif accessible. Donc à partir de 5 €. Les cinémas partenaires ont aussi le Pass Culture qui est actionnable. On a aussi la possibilité d'entrer gratuitement, et ça on ne le dit pas assez, parce qu'il y a Culture au cœur
qui facilite l'accès à la culture pour tous. Et puis, on a également, parmi nos soutiens financiers, le CRIJ, qui est un comité de relations internationales, qui offre une séance familiale gratuite le dimanche 23 novembre. Très bien. Donc, 17e édition, l'engouement, il est comment? Est-ce que vous êtes satisfait de l'engouement? Est-ce que vous êtes satisfait du chemin que ça prend et que vous arrivez à sensibiliser au maximum? Oui, je crois que 17 ans, c'est encore jeune, mais c'est quand même une solidité. C'est une solidité quand même pour le festival, mais c'est aussi un moment où tous les horizons s'ouvrent. Exactement. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Être ici, c'est déjà une mise en lumière et attirer un public plus important, déjà de franciliens qui pourront se déplacer dans les cinémas du Val-de-Bièvre. En tout cas, avec grand plaisir. Vous voyez quelques images à l'écran. Si vous êtes donc acteur, réalisateur, auteur, etc., n'hésitez pas à envoyer vos informations donc, à l'association de notre chère Leïla. Quoi qu'il en soit, toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Et puis, que dire? On va dire bon vent. Nous, on y sera certainement, Baba. Oui, toi, comme d'hab, oui. C'est noté, en tout cas, 22 novembre. En tout cas, on vous applaudit. Et vous allez peut-être rester à côté de moi, parce que nous sommes presque au terme de cette émission. Peut-être après, le lien que je peux faire entre vous deux, c'est l'importance de véhiculer l'information à la jeunesse et aux écoles. Vous l'avez fait avec les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire que vous avez été raconter l'histoire à la jeunesse, parce que finalement, on compte sur elle pour changer les choses. Tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure, justement, en loge, où quand elle parlait de son festival et moi un peu de ce que je faisais, on s'est dit en fait qu'il y avait vraiment des liens à créer, parce que raconter l'histoire des tirailleurs ou d'autres histoires passe aussi par la culture. Et le cinéma, c'est un des meilleurs leviers pour transmettre aussi cette histoire. Hein. Donc le festival, c'est important. Vous intervenez en milieu scolaire et on pourra de notre côté aussi diffuser l'information via nos réseaux sociaux. Ouais. Voilà, et oui, c'est ça. N'oubliez pas de me envoyer les 10%. Pour la mise en oui, je suis aussi manager. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, cette émission est presque au terme. Je pense qu'on a presque tout fait. Je ne sais pas si la lauréate me valide. Allez, peut-être aller un petit quiz rapidement. On a 1 minute, je crois. Il faut venir. Non, on peut rester. Non, qui t'a dit? Ah oui, allez, on sait jamais. Il y a quand même un voyage à gagner. Ah oui, ils peuvent tous aller au Ghana. Oui. Alors, rapidement, mesdames et messieurs, à votre avis, on sait que le premier producteur de cacao au monde, eh bien, on le sait, c'est la Côte d'Ivoire. Selon vous, quel est le 2e plus grand producteur de cacao en Afrique? En Afrique, à votre avis. Allez-y, c'est pas grave, dites au hasard. Le Ghana? Le Ghana, j'allais dire aussi, ouais. En Afrique centrale, pardon, en Afrique centrale. Premier producteur de oui, c'est le Cameroun. Effectivement, il faut savoir que le premier producteur de cacao en Afrique centrale, c'est le Cameroun avec 200 000 tonnes par an. La Côte d'Ivoire premier avec 2,2 millions de tonnes. Et oui, mesdames et messieurs, et j'en profite, j'ai tapé en même temps qui étaient les plus grands fabricants de chocolat. Eh bien, j'ai regardé la liste, il n'y a aucune industrie africaine, aucun chocolatier africain qui fait partie des 10 premiers. Donc, voilà, le chocolat vient du continent africain, donc maintenant, il faut le transformer et devenir aussi premier. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme. Il nous reste 2-3 minutes pour le débat. Alors, les téléspectateurs nous ont envoyé une image, je crois, on me dit ça à l'oreillette. Quelle est cette image? Alors, l'image s'affiche juillet 2024. L'élu de Seine-Saint-Denis, Nadège Abomongali, est devenue la première femme noire à accéder au poste de vice-présidente de l'Assemblée nationale française après 235 années. Lundi 21 octobre, la députée de la France insoumise, donc Nadège, a présidé sa première séance publique, devenant ainsi la première femme noire aussi à se tenir au perchoir de l'Assemblée nationale, moment qualifié d'historique pour beaucoup et bien sûr repris par de nombreux journaux. Alors forcément, moi je me retourne vers vous, Aïssata Seck, vous êtes engagée politiquement, élue au conseil régional, vous avez été maire adjointe de Bondy. Qu'est-ce que ça vous fait finalement de se dire, bah tiens, enfin, vous dites quoi? C'est une très belle image, mais c'est surtout la France. C'est ça la France, donc fierté, je suis très contente pour Nadège que je connais par ailleurs. Et en fait, ça montre à quel point notre pays est riche de sa diversité. C'est ça la France, voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est ça la France. C'est ça la France. Et finalement, est-ce que vous, en tant que personne engagée politiquement,
Vous êtes à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ces changements, que finalement, il y a plus d'ouverture? Est-ce que vous le constatez quand même? Oui, on le constate évidemment parce qu'on est de plus en plus nombreux issus de la diaspora à être engagés en politique. Néanmoins, je pense qu'on n'est pas assez et qu'on doit, nous aussi, en tant que personnes engagées en politique, former aussi cette jeune génération à s'investir en politique. Il y a des changements, mais des changements qui sont extrêmement difficiles et qui s'arrachent. Et qui s'arrachent, effectivement. Au sein même des partis, c'est extrêmement compliqué d'avoir juste une investiture et espérer être élu. Et donc, ce que des personnes peuvent avoir assez facilement, nous, on doit se battre 10 fois plus pour atteindre et obtenir ces postes et être élu dans ces différentes institutions. Et chaque élu de ces partis, notamment issus de la diaspora, pourrait vous raconter des anecdotes et des histoires, tellement on en a. Exactement. On va épargner nos téléspectateurs. Pour le coup, moi, je vous pose la question à vous, Diadie Soumaré. Vous avez quitté la France en 2010, vous revenez en 2024, entre guillemets. Vous voyez, finalement, l'Assemblée nationale est présidée par une femme noire. Vous dites quoi? Fierté. Moi, je regarde, je suis à distance ce qui se passe. Et effectivement, je vois de plus en plus d'élus issus de la diversité accéder à des postes. Et j'imagine bien qu'ils ont dû arracher leur combat. Mais à distance, moi, j'ai l'impression que les choses, quand même, bougent. Bougent, bien sûr. Il faut le reconnaître, c'est important de le reconnaître, bien sûr. Que les choses évoluent, même s'il reste beaucoup à faire. Mais il faut qu'on soit derrière eux et les encourager. Parce que le combat qu'ils sont en train de mener, ils le mènent pour nous tous. Donc, il faut absolument qu'on soit derrière eux. Exactement. Voilà. Leïla, Baba? De l'extérieur, à regarder, oui, c'est que du positif. Ça fait très plaisir et puis ça recharge. Est-ce que ça vous touche pour le coup? Ceux qui ne sont pas engagés politiquement, on peut dire, non, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais quoi qu'il en soit, ça vous touche? Ça me touche. Oui. Oui, je ne pense pas être très à distance de l'activité politique, mais ça me touche. C'est symbolique? Oui, c'est symbolique. C'est symbolique quand même. C'est symbolique et ça recharge, ça redonne de l'espoir. Et j'imagine bien qu'en coulisses, ça doit être toute une autre chose, mais pour le recevoir, c'est vraiment un signe d'espoir important. Et c'est un message fort pour tous, aussi bien pour les Français de descendance africaine, mais aussi pour les Français qui ont une descendance européenne, qui se disent, voilà, en fait, c'est ça la France, effectivement, et il n'y a pas une personne plus haute que l'autre, quoi. On est d'accord, le message, il est clair, il est fort. Tout à fait, hein, c'est, comme on dit, c'est ça la France, c'est une belle image, sauf que pour moi, la France devrait être avant-gardiste par rapport aux autres pays. Bien sûr, par rapport à l'histoire, en plus. Et par rapport à l'histoire, là, c'est une vice-présidente, alors qu'aux États-Unis, on est au niveau président, l'Angleterre, c'est ailleurs. Donc, autant aller vers l'avant-gardisme, mais c'est une belle image et il faut un début à tout. Il faut continuer. Surtout qu'en plus, la France est le pays qui regroupe, les pays européens où il y a le plus de diaspora africaine. Et ça, on ne le dit pas assez souvent et on est quand même en retard sur un certain nombre de questions. En tout cas, le message est passé, mesdames et messieurs. Cette émission prend fin. Nous avions 3 superbes invités ainsi que Babadem. On peut vous applaudir, à savoir Aïssata Seck. Nous avions monsieur Diadie Soumaré ainsi que Leïla Laloupe Rocher. Voilà, on a parlé des tirailleurs sénégalais, de l'engagement d'Aïssata Seck. On a parlé du retour au pays avec vous, Diadie, et bien sûr du cinéma africain très important, mis en exergue par votre association L'Afrique sur Bièvre. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, bien sûr. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à nos différents diffuseurs. On est bien diffusé cette émission. Eh bien, même si vous ne voulez pas nous regarder, vous allez nous regarder de force parce qu'on est dans tous les écrans, aussi bien en Afrique, en Europe, aux États-Unis, etc. Parce qu'encore une fois, on insiste, cette émission, elle a pour objectif de mettre en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique. Merci. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.